Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre cette exploration de la Sibérie par ce montage numéro 5 et je vais vous représenter la photographie première, voilà, de cette magnifique vue avec ses campanules. Et nous passons à la deuxième partie de ce montage sur la Sibérie. Après avoir vu toute la géographie physique et biologique en 4 montages, nous allons voir en 4 autres montages ce qui suit, c'est-à-dire l'histoire. Voilà. Donc, histoire de la conquête du territoire sibérien. Alors c'est une histoire un peu complexe, un peu compliquée que j'ai essayé, puisque je suis professeur, j'ai essayé de la simplifier, de la faire comprendre. Et il a fallu que je la comprenne moi-même d'abord. Voilà. Donc je l'ai divisée en préhistoire d'abord, car c'est des territoires largement dotés de choses intéressantes pour la préhistoire. Ensuite, les premiers peuplements historiques. Et enfin, la conquête russe, qui est arrivée en dernier, et qui est... tout ça, c'est... Il m'a fallu beaucoup de travail pour arriver à synthétiser tout ça. Préhistoire tout d'abord. On a trouvé en Europe et en Russie des zones de Néandertal. Et d'autres zones aussi, presque aussi anciennes. Voilà. Néandertal, c'est une commune d'Allemagne. Néandertal, c'est une commune allemande, donc c'est européen. Et donc, il y a aussi des zones de Néandertal en Russie. D'où la question, le Néandertal est-il le premier européen russe? Et quelle est alors la place de Sapiens sapiens, qui lui vient d'Afrique, qui est un envahisseur? Néandertal est le premier européen au sens large. Il existait en Europe une ethnie humaine antérieure à la souche africaine qui comportait Néandertal. Des analyses génétiques sur les populations actuelles prouvent que les populations de l'Europe et en partie de la Russie ont des séquences génétiques issues de Néandertal. Aucune séquence n'est présente chez d'autres populations actuelles. On a séquencé le génome de Néandertal en 2010. En 2010 déjà, le temps passe, hein, on y a trouvé des séquences de Sapiens, ce qui prouve que Néandertal s'est accouplé avec Sapiens une première fois vers moins 100 000 ans. Puis une seconde fois, vers 47 000 ans, moins 60 000, peu importe, enfin 2 fois, quoi. Voilà. C'est l'Institut Max Planck de Leipzig, en Allemagne, qui a fait le séquençage. Toute personne qui voudrait approfondir pourra contacter l'Institut Max Planck de Leipzig. Voilà. Donc, les chercheurs ont synthétisé ça sous forme de cette image. Voilà, Néandertal. Bon, Afrique, Eurasie, l'Eurasie, l'Europe jusqu'à l'Oural pour Charles de Gaulle en tout cas. Les hommes de Denisova. En 2008, dans l'Altaï, donc, dans l'Altaï, par là, voici la plaine de l'Aube, et l'Altaï, on l'a vu dans la première ou deuxième vidéo. Des archéologues russes ont trouvé des vestiges d'une espèce d'homme éteinte aujourd'hui. On la nomme homme de Denisova. Cet homme a cohabité avec Néandertal, auquel il s'est accouplé. C'est extraordinaire la diversité de la vie. Hein. Bon. Par contre, cet homme a émigré et son génome s'est répandu jusqu'aux Tibétains et semble-t-il aussi aux Inuits. Voici la grotte de Denisova, avec un grand porche, hein, sapristi, ça se voit de loin, et des touristes russes qui vont la visiter. Denisova, l'homme de Denisova.
Soit dit au passage, le séquençage a remonté jusqu'à, je crois, 600 générations. L'ADN était conservé donc jusqu'à 600 générations avant. Et on y a trouvé un Néandertal ancien aussi. Bon. En noir Néandertal, voilà. Voilà la taille là, par là. Néandertal. Il y en a là aussi, apparemment. Ici aussi, ici, voilà. Il a immigré, donc. Voilà. Et en vert, Denisova. Denisova, jusque... Ouais, c'était des gens qui bougeaient. Voilà, en tout cas, c'est tout ce qu'on peut dire. Par contre, il n'y en a pas en Afrique. Hein. Il n'y en a pas... Enfin, si, il y en a là. Il n'y en a pas en Australie non plus. Bon. Les hommes à découvrir. Un gène hérité d'un humain primitif proche cousin de Néandertal, disparu il y a longtemps, a aidé les Tibétains, un gène, a aidé les Tibétains à s'adapter à la vie à haute altitude, affirme une étude. Il s'agit d'une variante rare d'un gène impliqué dans la production d'hémoglobine, molécule qui transporte l'oxygène dans le sang, et qui s'est largement diffusée dans la population tibétaine. Voilà un Tibétain. Lorsque s'est établi sur les hauts plateaux de l'Himalaya. Voilà longtemps. Et c'est ce gène surgi du passé qui a permis aux Tibétains de survivre dans une atmosphère à l'oxygène raréfié. Voilà la grande caractéristique. Un gène qui permet de respirer dans l'oxygène raréfié au-delà de 4500 mètres d'altitude. C'est le Tibet, quoi. Là où le sang de la plupart des humains s'épaissit, provoquant des problèmes cardiovasculaires, résume l'étude dans la revue Nature. Bon. Voilà l'homme de Denisova, reconstitué, un costaud. Le cerveau est pas très développé. Bon. Je ne développe pas plus, c'est des reconstitutions fidèles quand même. En tout cas, ça ne manque pas de documentation sur Denisova, pour ceux qui voudraient approfondir. En conclusion de ce passage sur la préhistoire, voici une modélisation de la distribution géographique des espèces du genre Homo durant les 2 derniers millions d'années. À l'heure actuelle, le sapiens est partout. Bon, ça d'accord. L'axe horizontal représente la localisation géographique, tandis que l'axe vertical représente le temps en millions d'années. Oui, on comprend. La surface bleue indique la présence de certaines espèces à un lieu et une période de données. Oui, à un lieu en tout cas, puisque là il y a le temps. Les humains modernes se sont propagés depuis l'Afrique à travers différentes régions du globe et se sont hybridés avec d'autres descendants de l'Homo heidelbergensis, les Néandertaliens, les hominidés de Denisova et d'autres hominidés inconnus. Voilà. Heidelbergensis, c'est par là. L'Homo erectus qui se met debout, c'est là. Denisova, ça doit être par là. Bon, voilà pour la préhistoire, avec l'homme de Denisova, qui est une grande particularité, et Néandertal. Voilà. Premier peuplement maintenant. Premier peuplement historique. Alors là aussi, la diversité humaine. Hein. Voilà. Donc, avant de présenter tout ça, deux petits principes. Même le marsupilami s'interroge, ou bas. On va les présenter deux petits principes. D'abord les steppes. Les steppes, ici, là. Et les cours d'eau sont des voies d'invasion et de passage pour l'homme. Quand c'est plat, on passe. Et quand il y a des cours d'eau, on passe aussi. Les forêts et les montagnes sont des refuges et des abris. Ça, c'est traditionnel.
partout dans le monde, et en France aussi. Ça, c'est le principe numéro un. Les steppes, c'est des voies de passage. L'homme passe, l'homme passe. L'homme passe aussi ici. Voilà. Principe 2. Il y a beaucoup d'ethnies avec leur langue. On en retient. Ouais, vous voyez tout ce qu'il y a en Russie. Ouais, bon. On en retiendra 4 catégories pour rester pas trop compliqué. Voici donc 4 groupes ethniques ancestraux que les gouvernements soviétiques de l'URSS avaient souvent favorisés. Le groupe finno-ougrien, le groupe altaïque, Altaï, le groupe hyperboréen et le groupe yénissien. Donc, voilà le groupe finno-ougrien qui occupe la zone entre l'Oural et l'Iénisseï. Voilà. Il ne manque pas de documentation là aussi. Costume magnifique, hein, haute couleur. Situé donc entre l'Oural et l'Iénisseï, ce groupe. Voilà, ici. Le groupe altaïque, c'est numériquement le plus important. Il est divisé en plusieurs peuples. On en citera 3. Les Tatars, les Yakoutes et les Bouriates. Le groupe altaïque, donc. On commence par les Tatars. Ils peuvent d'abord être d'origine turque, comme les Tatars. Ceux-ci vivent dans toute la Russie et notamment dans la République du Tatarstan. Voilà où ça se trouve, ici. Voici une charmante tatar, hein, avec un plat de cuisine certainement très bon. Kazan, capitale multiconfessionnelle avec son Kremlin, c'est-à-dire son château fort, là, sa muraille qui entoure les édifices religieux et les édifices de pouvoir. Enfin, ça c'est religieux quand même. Voilà. Voilà. Kazan. Deuxième ethnie, les Yakoutes, installés en Sibérie depuis le XIIIe siècle. Zone immense donc. Religion orthodoxe ou chamanisme. La jeunesse et la vieillesse, qui est également très structurale. Forme de beauté aussi, graphique. Dessin, là aussi évidemment, là aussi. Et voilà la compagnie des chiens dans la neige, voilà. Les Yakoutes. 2C, la dernière catégorie donc, origine mongole, les Bouriates, installés en Sibérie, sur les bords du lac Baïkal, dans la République de Bouriatie, religion bouddhiste, orthodoxe ou chamaniste. Voilà des représentants, avec une pipe, on dirait. Hein. Et si vous voulez parler bourriate, hein, les Français s'intéressent à tout. L'armatan. Il n'y a pas que les Français qui s'intéressent à tout d'ailleurs. Les Russes aussi s'intéressent à tout. Les Allemands aussi sans doute. Bon. Voilà pour une bourriate à droite, toujours avec des couleurs vives. Type un peu asiatique. Hein. Mongol. Mongol, voilà. Donc voilà pour
le groupe altaïque, nous passons à l'hyperboréen. Le groupe hyperboréen peuple la Sibérie extrême, aux abords du Pacifique, le fameux Kamtchatka, connu des Français, on ne sait plus trop pourquoi, mais le nom Kamtchatka est connu. Apparemment, il y a des volcans du Kamtchatka, il y a des Français qui sont allés, qui ont écrit des livres, et en voilà. Donc, des gens du groupe hyperboréen. Voilà le Kamtchatka. Le Japon est ici. Vladivostok est ici. Et ça, c'est la Russie, bien sûr, avec le Kamtchatka. Le groupe hyperboréen. Et nous passons au groupe yénicéen. Le groupe yénicéen, quelques milliers de personnes ont refoulé dans la vallée de Yenisei, c'est pas beaucoup de gens, hein, dans la région de Tunguska, les Tungus. Tunguska, ici. C'est la région où en 1908, il y a eu le météorite colossal qui est venu du ciel, qu'on a présenté plus haut. Il y a même une bande dessinée en France. C'est la catastrophe en Tunguska. Voilà. Et voilà un Tungus. Un Tungus. Une parenthèse. Les Tungus existent. Personnellement, j'ai des petits doutes, mais je ne suis pas spécialiste de ça, moi, sur les Kungus. Parce qu'ici, vous voyez les Cosaques et les Kungus. Peut-être c'est encore un autre peuple. Le petit journal, au début en 1900, quoi, par là, quoi, il s'intéressait beaucoup aux Kungus, aux Cosaques, à la Russie. L'histoire. Nous en avons fini avec les 4 ethnies que nous avons choisies et qui figurent dans les premiers peuplements. Les premiers peuplements qui ont peuplé donc cet immense territoire russe. Mais après sont arrivés les Russes. Donc la conquête russe. C'est une histoire. Enfin, notre histoire française est aussi très compliquée. Voilà. Parce que les hommes bougent beaucoup. Donc, nous allons passer à la conquête russe, qui est le dernier point, et qui va nous occuper pendant 3 vidéos, encore, ce me semble. Parce que la conquête russe, c'est la plus active, puis c'est la plus récente, donc ça mérite quelques explications. Ceci dans le cadre, puisque nous sommes en dessous des 20 minutes, c'est parfait aussi. Dans le cadre de la culture sociétale, sur fond de la nébuleuse du cheval et toujours les galaxies lointaines qui nous regardent, même si on est en Sibérie avec les Kungus. Voilà. Et donc, nous allons poursuivre cette exploration dans une vidéo encore ultérieure sur la conquête russe qui va être, qui est, je redis, complexe, mais je vais vous la détailler de manière la plus claire possible. Voilà. Au revoir à tous et à toutes. Comme en 1900, les Français s'intéressent en 2023 toujours à la Russie. Voilà. Au revoir à tous et à toutes.